En octobre 2019, Eurostat publiait un rapport qui révèle que la pauvreté ne diminuait pas en France. 14,7% de la population française est en effet considérée comme pauvre, un niveau au plus haut depuis la fin des années 70. Sans rentrer dans le détail, sachez également que le nombre d'allocataires du RSA ne diminue plus depuis 2017, tout comme le nombre de SDF. Et parmi eux, beaucoup possèdent un animal de compagnie qui a besoin de soins. Ainsi, tous les jours, les vétérinaires praticiens reçoivent ces personnes afin de soigner leurs animaux et de leur venir en aide. Il convient de souligner l'isolement du vétérinaire qui doit faire face à des missions parfois multiples. Traiter à moindre coût, voire gratuitement, trouver une solution pour éviter un abandon ou une euthanasie, mettre en relation avec les associations pour une éventuelle prise en charge et par-dessus tout, préserver le lien homme-animal. Bref, trouver une solution et pour l'animal et pour l'homme. Comme le dit l'éthologue Charlotte Nivelet, le lien qui unit l'homme à son animal peut parfois être si fusionnel qu'aider l'un sans aider l'autre est voué à l'échec. Une enquête menée par la société Biostat en 2018 montre que 60% des vétérinaires en activité animaux de compagnie déclarent consacrer une part significative aux associations de protection animale et ou aux gens nécessiteux, cette part représentant entre 1 et 5% en moyenne de leur chiffre d'affaires. En extrapolant, cela représente plus de 40 millions d'euros et fait des vétérinaires les premiers contributeurs de la protection animale en France. Premiers contributeurs, certes, mais contributeurs méconnus. C'est ce que le groupe de travail a souhaité rappeler, sans pour autant revendiquer le monopole du cœur, ni occulter le travail quotidien de nombreux bénévoles et associations de protection animale. Nous avons également souhaité ne pas utiliser le terme « médecine caritative » pour choisir celui de « médecine solidaire ». Les vétérinaires, en effet, ne soignent pas par charité, mais par vocation et par passion pour la majorité d'entre eux, et pour tous par respect des animaux et des hommes, avec amour le plus souvent et avec empathie tout le temps. En plus de ses actions individuelles et quotidiennes, la profession a su montrer son implication auprès des populations défavorisées en mettant en place des actions à grande échelle. Permettez-moi de vous en présenter deux. La première, en 1994, deux vétérinaires du Var créaient Vétérinaires pour tous 83, une association qui avait pour objet, entre autres, la prise en charge médicale des animaux errants, l'aide à une médicalisation des animaux appartenant à des personnes démunies, mais également et de façon très innovante, la protection de l'environnement quand celui-ci est menacé par des pollutions consécutives à des activités liées à l'animal domestique. Au fil des années, d'autres VPT sont apparus dans divers départements, dont le mien. En 2005, le président du Conseil général avait contacté la profession vétérinaire parce que le Conseil général des jeunes s'était ému du sort des animaux des SDF. Nous avons alors créé une association sur le modèle de VPT 83 au service des SDF et des personnes démunies. Le Conseil général attribuait une subvention pour couvrir les frais et les vétérinaires faisaient don de leurs honoraires. 60 structures volontaires couvraient le département. Les bénéficiaires devaient fournir un justificatif parmi une liste préalablement établie. Quelques 600 dossiers étaient pris en charge tous les ans et la subvention, qui n'était jamais consommée en totalité, était revue annuellement. Tout se déroulait de façon harmonieuse et intelligente jusqu'à ce qu'une association n'attaque en 2013 le Conseil général au tribunal administratif pour vice de forme dans l'attribution de notre subvention, ce qui était exact, mais ce qui a mis fin à nos activités VPT, le Conseil général, préférant sagement mais à regret, retirer sa subvention plutôt que de s'aventurer dans un procès. La même mésaventure est arrivée dans d'autres départements. Et pour couronner le tout, la Haute Autorité de la concurrence en est mêlée dans une autre région, les vétérinaires étant alors accusés d'entente sur les tarifs lors de campagnes de stérilisation. Cela signa la fin de l'aventure Vétérinaires pour tous. La deuxième action est plus heureuse parce qu'elle perdure avec dynamisme. Il s'agit du dispensaire vétérinaire étudiant, créé en 2008 par des étudiants vétérinaires lyonnais avec le soutien de leurs encadrants.
dont je vous propose de voir la présentation en vidéo. Comme le dernier qui est passé, là, il est hyper renfermé sur lui-même, il est hyper timide et il n'a pas arrêté de remercier, de sourire, donc là, c'est pas mal de voir ça. Ça vraiment super enrichissant de rencontrer des gens et de rencontrer des gens qui ont souvent beaucoup de choses à dire, qui ont une histoire toujours assez particulière et qui sont prêts à échanger avec nous. La médecine. La médecine vétérinaire solidaire s'adresse donc à deux populations distinctes de propriétaires. Les SDF, qui n'ont parfois plus aucun lien avec la société et dont la situation peut devenir un problème de santé publique, et les personnes à faibles ressources, voire en situation de précarité, en milieu urbain, mais également en milieu rural. Deux populations très différentes, mais pour lesquelles l'animal est d'autant plus important qu'il maintient le lien social, voire devient un facteur de réinsertion. Deux modes d'action sont possibles. Soit nous allons vers eux, soit ils viennent chez nous. De ce fait, deux lieux d'exercice coexistent, la rue et nos établissements de soins, ce qui ne va pas sans créer certaines difficultés. Quoi qu'il en soit, si nous voulons être efficaces, la solution passe par un travail commun entre les acteurs que sont les vétérinaires praticiens sur tout le territoire, les pouvoirs publics et les associations de protection animale. Coopération et coordination seront les clés du succès. Sur le terrain, les solutions sont multiples, mais le groupe de travail préconise tout particulièrement de s'attarder sur deux sujets. Tout d'abord, une action commune avec les organisations en charge des SDF, et d'autre part, de remettre sur les rails le modèle associatif vétérinaire pour tous, en ayant soin d'éliminer tout risque juridique et fiscal. C'est pourquoi le groupe de travail souhaite poursuivre ses travaux dans cette perspective, afin de mettre en place des solutions efficaces en lien avec toutes les parties prenantes au bénéfice des démunis et des animaux. Merci Monsieur Buot. Vous nous rejoignez où? Oui, à côté de Monsieur Dombreval. Christine Lacombe, je vous donne la parole en premier parce qu'en fait, ce qu'on aimerait dans un premier temps, c'est connaître le constat. Qu'est-ce que vous voyez, vous, sur le terrain? Non, je pense que ça fonctionne. Qu'est-ce que vous voyez, vous, sur le terrain auprès des personnes sans domicile? Déjà, je voulais vous remercier d'organiser cette table ronde et d'avoir pensé à la question des sans-abri qui ont des animaux de compagnie. Parce qu'en effet, ça fait partie de nos préoccupations. Alors, le SAMU social de Paris intervient seulement à Paris. Mais le seulement à Paris, c'est pour vous donner des idées du nombre de personnes qui sont dans les rues. L'an dernier, et je pense que cette année, ça sera à peu près le même chiffre, il a été comptabilisé 3600 personnes qui vivent à la rue. Alors, ces 3600 personnes n'ont pas toutes des animaux de compagnie, mais un certain nombre en ont. Et je ne peux que valider ce qui a été dit là dans le petit reportage sur le dispensaire qui existe à Lyon et dont je rêverais qu'il existe à Paris. Donc voilà, et on est prêt à vous aider à monter ça d'ailleurs. Ces animaux, c'est d'abord et avant tout un réconfort affectif pour ces personnes, parce que ces personnes, elles sont évidemment dans une vulnérabilité économique totale,
puisque elles n'ont même pas la capacité, la possibilité d'avoir un toit sur la tête, mais c'est aussi des personnes qui ont quasiment toutes vécu des ruptures affectives importantes. Pour vous donner une idée, sur les personnes sans abri nées en France, on estime qu'il y en a 1 sur 3 qui a été placée à l'aide sociale à l'enfance. Voilà, donc c'est des parcours de vie chaotiques et ce besoin de réconfort affectif, il est très important. Il y a un sociologue, je vous engage à lire, qui s'appelle Christophe Blanchard, qui a pas mal écrit sur le sujet des sans-abri avec des animaux de compagnie. Il dit qu'il y a aussi 2 autres fonctions et je ne peux que valider ça. La deuxième, c'est celle de se distinguer aussi, parce que c'est dur d'être sans-abri, parce qu'on n'a pas envie de cette image-là. Et on a envie aussi de se distinguer des autres sans-abri, parce que ces autres sans-abri peuvent être aussi quelquefois représenter des formes de danger. Donc voilà. Et la 3e fonction de l'animal de compagnie, c'est aussi une sorte de médiateur et qui permet une socialisation. Ouais. Enfin, typiquement, vous sortez du supermarché, du Monoprix, il y a une personne sans-abri qui est là, par terre, avec son animal, et vous allez plus facilement pouvoir discuter avec lui, parce qu'il y a cet animal qui va être le point d'entrée de la conversation. Et la situation de ces personnes sans abri avec des animaux de compagnie, la plupart du temps des chiens, mais pas forcément, c'est un enfer, parce qu'effectivement, elles ont accès à très peu de places d'hébergement. Là, en ce moment, à Paris, il y a à peu près 1500 places hivernales qui ont été ouvertes. Il n'y en a pas une seule, qui est accessible aux personnes avec un animal de compagnie. Donc voilà, on n'a vraiment pas beaucoup progressé. Alors, il y a quelques structures, mais voilà. Et nous, on est assez démunis aussi évidemment pour leur trouver une solution d'hébergement, mais aussi pour les accompagner, parce qu'ils ont le souci du soin de ces animaux, qui sont ultra importants pour eux. Donc nous, on bosse avec une association qui s'appelle Gamelle Pleine, qui est moins sur la question du soin vétérinaire que sur la question de il faut les nourrir. Donc voilà, il y a des distributions de croquettes pour être tout à fait concrète. Il y a aussi des maraudes qui sont faites en articulation avec nous dans le bois de Vincennes, où on estime qu'il y a à peu près 60-70 animaux de compagnie qui vivent avec les personnes qui vivent dans le bois de Vincennes. Donc il y a des maraudes qui sont faites. Et nous, on a eu une très belle expérience. C'est arrivé une fois. Je suis au SAMU social de Paris depuis 6 ans. Une seule fois. On a eu des vétos bénévoles qui sont venus dans un accueil de jour dans lequel on accueille des personnes sans abri avec les animaux parce qu'il y a un grand jardin. Et donc des vétos sont venus, je crois que c'était d'ailleurs organisé avec Gamelle Pleine. Et les personnes sans abri du bois de Vincennes notamment sont venues et ont pu faire soigner leurs animaux. Et c'était un très beau moment, et je pense autant pour les personnes elles-mêmes, les animaux naturellement, les vétos et pour nous. Donc voilà, en tout cas, nous, on est ouverts à des formes de collaboration qui existent d'ailleurs plus facilement, enfin, qui existent déjà dans le secteur du soin aux personnes. Voilà, on a par exemple un partenariat avec Kiné du Monde. Donc voilà, nous, on a hâte que vous vous structuriez pour pouvoir travailler avec vous. Petite précision, Christine. En fait, ce que vous nous dites, c'est que les seules structures d'accueil avec les animaux, ce sont des structures de jour, donc qui concrètement accueillent ces personnes pour leur donner à manger. Qu'est-ce qu'on fait dans ces structures de jour avec son animal? On le laisse dehors parce qu'il y a un jardin, et on vient faire quoi? Alors, dans ces structures de jour, on vient se faire soigner. L'homme, la femme qui vient là. On vient prendre une douche, on vient voir un travailleur social pour tenter de débroussailler la question des papiers de façon générale. Et s'agissant de l'hébergement, il y a quelques structures qui acceptent les animaux. Nous, par exemple, on a un centre d'hébergement où il y a de mémoire 4 ou 5 chambres pour maître chien. Mais c'est infiniment petit par rapport aux besoins. Est-ce qu'il y a des projets de développer des structures d'accueil avec les animaux? Oui, il y a des projets, mais ils passent au second rang par rapport à l'idée au premier principe qui est d'essayer de créer de nouvelles places d'hébergement. Et en gros, ce besoin dit secondaire passe à la trappe. Hein. Voilà. Christophe, je voudrais faire un détour par vous et que vous nous disiez rapidement quels sont les besoins
de ces animaux-là? Oui, tout d'abord, je voudrais rebondir sur ce qui vient d'être dit. Je crois savoir que sur Lyon et Marseille, des hébergements maintenant acceptent les animaux de façon continue. Mais ça, c'est tout un travail qu'il faut faire, mais qui est extrêmement complexe. Sur les besoins, ils sont nombreux. Bon, on en a parlé, il faut d'abord des équipes soignantes, véto avec leur personnel, donc des bénévoles, mais ça, on a ce qu'il faut. Et ensuite, il y a un besoin alimentaire pour l'animal, parce qu'en ce qui concerne le SDF, il faut bien savoir que sa première préoccupation, c'est de nourrir son chien avant de se nourrir lui-même. Et d'ailleurs, vous remarquerez que les chiens de SDF sont en excellent état physique. L'indice corporel est parfait, nettement meilleur que celui de leur maître. Ensuite, bien évidemment, il y a des besoins médicaux, que ce soit à la fois des actes et des médicaments, à titre préventif et curatif. Et surtout, là où il faut faire attention, c'est qu'il ne faut pas se limiter aux soins vitaux, mais penser à tout ce qui est préventif. Et ensuite, bien évidemment, il y a les besoins de logistique pour aller en particulier vers les SDF, organiser ces maraudes, comment y aller ou comment les faire venir chez nous. C'est assez complexe. J'ai vécu ça dans ma région parce qu'on a eu un épisode de rage. On avait vacciné à peu près les chiens de toute la population, si je puis dire. Puis tout d'un coup, on avait réalisé qu'il y avait les SDF qui se baladaient un petit peu partout dans les villes avec leurs chiens. Et là, il a fallu mettre quelque chose en place et ça a été assez compliqué de par la personnalité de ces individus, certains ne voulant pas être enregistrés, donc ce qui posait des problèmes pour écrire des certificats, ou ils ne voulaient pas donner leur nom. Voilà, mais donc ça, c'est des soucis qu'on arrive à contourner. Bien évidemment, des besoins financiers, parce qu'il faut couvrir les frais, mais ceci après avoir bien défini les conditions d'accès pour éviter tous les abus, ce qui est un écueil qui est plus dur à surmonter qu'on ne pourrait croire, et surtout surveiller la mise en place et le respect de ces critères. Puis enfin, des besoins législatifs pour faire évoluer la médecine solidaire et sécuriser les acteurs qui sont sur place pour cette médecine. Et enfin, des besoins de communication pour faire savoir ce qui existe et faire coïncider l'offre et la demande et pouvoir monter ces opérations en commun avec le SAMU social, qu'il soit de Paris ou d'ailleurs, ou tout autre organisme social. Madame Adlani, j'aimerais que vous nous disiez, vous, quelles sont les problématiques qui sont identifiées en Île-de-France. On est sur l'Île-de-France là, puisque vous travaillez à la région. Quelles sont les problématiques identifiées et quels sont les leviers ou les actions qui sont mises en place? Alors tout d'abord, je suis heureuse d'être venue aujourd'hui pour cette invitation et cette table ronde parce qu'effectivement, je sors d'une conférence de presse avec Valérie Pécresse où on a annoncé un certain nombre de mesures, puisque nous avons travaillé en tant que vice-présidente de la région avec moi-même et Sylvie Rocard, qui fait partie du conseil d'administration d'une grande association de protection des animaux, l'association Brigitte Bardot, mais également Sophie Deschet. Nous avons réfléchi pendant plus d'1 an et demi sur la question de l'animal comme vecteur de lien social et de lutter contre l'isolement. Effectivement, lors de ces nombreuses auditions, nous avons rencontré de nombreuses associations et nous avons identifié la problématique du soin pour tous. La problématique du soin pour tous qui est éminemment importante et dans les auditions qu'on avait eues, effectivement, on a bien sûr échangé avec l'Ordre national des vétérinaires. Au début, on a vraiment eu une fin de non-recevoir pour justement le volet de l'action vétérinaire pour tous, parce que c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure sur l'effet procès et sur la concurrence. Donc, on a quand même travaillé avec eux pour évidemment mettre en place une structuration avec les vétérinaires, parce que rien ne se fera sans les vétérinaires. Si on parle d'animaux de compagnie, parce que nous, c'était la mission qui nous a été confiée par Valérie Pécresse, c'était de voir comment la région peut être une région solidaire, mais avec les animaux. Et bien sûr, en tant que vice-présidente en charge de la santé et des solidarités, j'ai beaucoup travaillé sur les questions, et on s'est rencontrés plusieurs fois, sur la question de l'isolement, mais aussi la question du centre d'hébergement. Bien évidemment, on voit bien, moi j'ai financé plein de centres d'hébergement et la question de l'accueil des animaux est une vraie problématique. Une vraie problématique parce qu'on est obligé de laisser l'animal dehors, ou alors les centres d'hébergement ne sont même pas conçus à la base, ils ne sont même pas conçus pour accueillir des animaux de compagnie.
des animaux. Donc là, on va vraiment le positionner comme une obligation dans le cahier des charges d'accueillir des animaux de compagnie. Pour revenir sur les propositions qu'on a faites, si vous le voulez bien, je vais peut-être lister, sauf si vous voulez donner la parole à mon collègue, parce que je suis contente d'avoir un député, parce qu'effectivement, il y aura sûrement au niveau législatif des changements à apporter. Je sais qu'il y a une mission qui a été confiée, donc je crois que le volet législatif, ne serait-ce que pour mettre aussi en exergue les collectivités. Alors, ce que je propose, si oui. Vous êtes d'accord, Monsieur Dombreval, c'est qu'on écoute quels sont les points qui ont été présentés et puis qu'éventuellement, effectivement, vous puissiez avoir la possibilité de rebondir. Et ça vous convient? Non, je ne suis pas la patronne, non, je suis la patronne de rien. Mais... Alors, on a proposé, puisqu'on va proposer au ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, l'expérimentation d'une campagne itinérante. Cette expérimentation permettra d'identifier et de vacciner les animaux et de prendre soin des chiens et des chats en Île-de-France. Et cette campagne sera évidemment faite avec l'Ordre régional des vétérinaires. Nous avons aussi, et nous voulons soutenir l'Ordre national des vétérinaires dans la mise en place d'un réseau à vocation sociale. C'est bien c'est le sujet la question de notre table ronde, hein, oui. Justement des vétérinaires pour tous. Alors, quel est l'objectif? Et vous l'aviez précisé tout à l'heure dans vos propos liminaires. L'objectif, c'est bien de soigner, d'accompagner les vétérinaires, mais aussi de pratiquer une tarification solidaire. Parce que dans les nombreuses auditions que j'ai pu avoir, bien des fois, on m'explique qu'on prend plus soin de l'animal qu'on prend soin de l'être humain qui, dans son budget, on a une priorité pour l'animal. Parce que c'est un vrai lien social. Et la personne âgée, qui avec son pouvoir d'achat, va quand même aller et emmener son animal de compagnie chez le vétérinaire et prioriser l'animal de compagnie. Donc, on voit bien qu'il y a cette question de tarification sociale. Nous allons aussi réaliser une convention cadre, encore une fois avec l'Ordre régional des vétérinaires, qui visera à soutenir le développement de la pratique vétérinaire en Île-de-France avec des délégations de tâches. Et moi, je fais le parallèle avec ce qui se passe sur le volet santé. On voit bien qu'il y a des délégations de tâches entre les médecins et les infirmières, entre les gynécologues et les sages-femmes. Pourquoi ne pas penser à une délégation de tâches entre les vétérinaires et des auxiliaires il faudrait dénommer en fait ces délégations de tâches. Donc, je pense que c'est à penser. Donc, en tout cas, des auxiliaires vétérinaires qui permettra à tous les franciliens de bénéficier de soins de qualité pour leurs animaux de compagnie. Organisé également en partenariat avec l'Ordre régional des vétérinaires et l'école vétérinaire de Maisons-Alfort, des journées solidaires, des portes ouvertes. Espèce de porte ouverte, de journée solidaire pour donner accès à des consultations, et là, non pas avec des tarifications basses, mais des consultations gratuites. Des consultations gratuites, et là, en l'occurrence, les personnes qui sont à la rue, les sans-abri pourraient bénéficier prioritairement de ces consultations. C'est la région qui paie ? Alors, on parlera de financement parce que la région a financé l'investissement au niveau de Maisons-Alfort, mais on a une enveloppe, et là on a fléché une enveloppe de 300 000 € d'ores et déjà pour financer ces projets. Dans le cadre des grands partenariats solidaires qui seront signés par la région, on veut inciter les épiceries. On finance certaines épiceries, ces épiceries solidaires, mais dans le cahier des charges, on veut mettre dans ces épiceries solidaires la question d'alimentation pour les animaux. Des croquettes, la litière pour chats. Et ça, c'est quelque chose que l'on propose. Et on veut aussi créer en Île-de-France, finalement, un véritable écosystème qui sera dédié aux chiens d'assistance. Soutenir également le projet de création d'un centre pilote. Ça, je veux juste en parler 2 minutes parce que j'ai rencontré l'association Andy Chien et c'est une association qui
qui, comme vous le savez, comme son nom l'indique, œuvre pour former les chiens d'assistance, et notamment pour les personnes malvoyantes. Et c'est une association qui offre depuis 30 ans. Et ce qu'ils veulent créer, et nous, on va les accompagner financièrement pour l'installation d'un site pilote en Île-de-France, qui sera le premier site pilote en France, qui permettra de mesurer d'un point de vue scientifique la pertinence et l'efficience des chiens éduqués auprès des personnes vulnérables. Et ça n'existe pas, ça sera en lien avec les universités, avec cette association, mais aussi avec les personnes en situation de handicap. Donc cette expérimentation, ce site pilote, qui sera une expérimentation nationale, puisque ça sera en Île-de-France, nous l'avons annoncé ce matin en conférence de presse. Nous avons également évoqué la situation des personnes qui forment les chiens pour les malvoyants. Ils sont malheureusement souvent, ils ont beaucoup d'amendes. Des amendes sont dressées, et ça, c'est insupportable de voir qu'on laisse le chien circuler et qu'on dresse une amende à la personne qui forme, mais qui est obligée d'être avec son chien pour justement être confrontée à la situation particulière des transports, pour que les personnes malvoyantes puissent aussi circuler librement, et notamment prendre les transports en commun. Donc il y a ce sujet-là qui a été mis en exergue. Donc on va mandater la présidente du conseil régional. Je veux bien, si vous voulez qu'on reste vraiment sur notre sujet des soins pour tous. Oui. Alors, pour organiser cette structuration pour justement laisser libre accès aux personnes malvoyantes. Voilà un petit peu sur ce que je voulais vous dire, et puis dire un mot aussi sur les personnes vulnérables, et notamment les personnes qui sont hospitalisées, parce qu'on parle de la vulnérabilité, de la solidarité, c'est aussi la question de la table ronde. Absolument. Il est question malheureusement des personnes qui sont contraintes de retarder leur hospitalisation parce qu'ils n'ont pas de solution de prise en charge de l'animal de compagnie. C'est une vraie question. Donc, il y a toute la question de la solidarité. Comme il existe le réseau des voisins solidaires, voisins vigilants, il peut y exister la question de la solidarité aussi, en partenariat avec les vétérinaires, pour identifier les personnes qui ont un animal de compagnie, mais aussi qui sont en situation de vulnérabilité en termes de santé, pour les identifier. Et donc, nous, on a proposé, dans le cadre de la Smart Région, d'identifier, en fait, de mettre en place une cartographie. Tout cela est à construire. Donc, on va créer un conseil avec les associations, avec les grands partenaires, pour justement lister toutes ces propositions qui ont été faites, qui ont été listées ce matin et proposées lors de la conférence de presse. Donc une commission, un conseil qui sera suivi, donc pour suivre la question de l'hébergement, la question des malvoyants, la question des transports, la question de vétérinaires pour tous. Voilà ce qui a été proposé ce matin lors de la conférence de presse, mais avec un travail qui a été une mission pendant plus d'un an et demi. On va revenir sur certains points, merci. Loïc Dombreval, votre point de vue de député, non seulement sur ce qu'on vient d'entendre là, mais sur ce qui a été dit auparavant, quelle est votre analyse, vous, au sujet de la précarité et des animaux des personnes précaires ? Bien, merci de me donner la parole. Et puis, comme je suis également, j'ai été vétérinaire praticien, je me sens un peu aujourd'hui en famille, donc je vais parler comme on parle en famille, c'est-à-dire que je vais vous dire un petit peu tout ce que je pense, de façon très directe. Tout à l'heure, il a été évoqué par la sénatrice qui était présente, le serment de Bourgelat, en une partie assez belle de ce serment, qu'on a tendance à oublier. Mais avant cette partie, il y a une autre partie qui dit la chose suivante, il dit « Le vétérinaire, ils distingueront le pauvre du riche. Ils ne mettront point à un prix trop haut des talents qu'ils ne devront qu'à la bienfaisance et à la générosité de leur patrie. » Alors, le temps a passé depuis Bourgelat, mais je crois qu'il faut se remémorer ça. Il faut se remémorer aussi ce qu'est un animal de compagnie. C'est un animal qui tient compagnie à l'homme, c'est évident, mais qui partage avec lui ses difficultés, son quotidien. Et au fond, quand le vétérinaire il soigne l'animal de compagnie, il soigne un petit peu celui qui l'accompagne ou celle qui l'accompagne. Je crois qu'il faut toujours se remémorer ça. Et parfois, on a tendance à, quand on est vétérinaire, et c'est normal, pris par le quotidien et par les études qui ont été aussi formatrices dans ce sens-là,
On a tendance à considérer l'animal comme un être vivant à soigner. Et on oublie que quand on le soigne, quand on lui apporte des soins et quand on le met en situation de bien-être, de façon absolument certaine, c'est indiqué par de nombreuses études extrêmement solides qui sont internationales ou françaises, eh bien en réalité, on met aussi en situation de bien-être et de santé celui ou celle qui vit avec. Et donc, en ce sens, le rôle social du vétérinaire, le rôle solidaire du vétérinaire, il est absolument essentiel. Je pense qu'il convenait quand même de le rappeler. Oui. Parce qu'encore une fois, probablement, souvent, on l'oublie. Christophe Buot a parlé de la question des SDF, vous en avez parlé également. Il n'y a pas que les SDF qui sont des populations en difficulté. Bien sûr, ils le sont. On sait d'après les chiffres que moi j'ai à disposition, qu'il y en a environ 200 000 en France, dont le tiers sont accompagnés d'un animal de compagnie. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 70 000 SDF, 60 000 SDF en France qui ont un chien, en général un chien avec eux. Et donc c'est un chiffre qui est extrêmement conséquent. Et que peu, effectivement, de structures d'accueil permettent de les accueillir. Alors, il y en a une à Paris qui s'appelle Le Fleuron, qui est une péniche, qui est co-gérée à la fois, en tout cas, qui est une initiative de l'Ordre de Malte et de la Fondation 30 millions d'amis, dans laquelle il y a 50 hébergements pour des SDF, dont la moitié sont dédiés à des SDF accompagnés de leurs chiens. Donc, il convient quand même de saluer cette initiative, et je pense que c'est quelque chose à retenir. Dans le désordre, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'on parle beaucoup, comme je l'ai dit juste avant, du concept de One Health. Bernard Vallat est là, il sait parfaitement ce que je veux dire, et tous ceux qui sont ici, les responsables de la profession vétérinaire, le savent. On parle beaucoup de One Health, on parle beaucoup de One Welfare, une seule santé, un seul bien-être, le lien entre la santé de l'homme et la santé de l'animal. De la même façon, pour leur bien-être, je dis qu'aujourd'hui, cette idée est une idée. C'est juste un concept. Et qu'en pratique, cette idée, ce concept, je suis désolé de le dire, je suis un petit peu direct, mais n'a aucune forme d'application ou très rare. C'est le fondement même de ce que nous sommes. Oui, mais je vais vous donner un exemple très concret. Là encore, avant je vais être très direct. Concept, c'était une réalité. Oui, non, mais c'est une réalité. Sauf que cette réalité ne trouve, à mon sens, assez peu de concrétisation dans notre quotidien, et en particulier dans celui de la profession vétérinaire ou de ceux qui ont des animaux de compagnie. J'ai été nommé par le Premier ministre pour une mission sur animal de compagnie qui va durer 6 mois, qui finira à la fin du mois de juin, pour traiter de toutes les questions qui concernent le bien-être des animaux de compagnie. Figurez-vous que dans la première lettre de mission qui m'avait été confiée, il y avait un point qui concernait la médiation animale. On est au cœur du sujet, la médiation animale. Ce sujet a été retiré. Il a été retiré parce que, à ma connaissance, le ministère de la Santé ne souhaitait pas le voir apparaître dans cette mission. Voilà, je vous disais que je parlais en famille, donc je vous parle en famille. Et c'est une réalité. J'ai vu la première lettre de mission et la deuxième. Le sujet a disparu. Ça veut dire que, je donne une autre anecdote. J'étais dans l'hémicycle, je soutenais un amendement pour expliquer que dans le cadre de la création de commissions territoriales de santé, quelque chose qui réunit des médecins, des kinés, des masseurs, ce que vous voulez, des sages-femmes, des infirmiers, enfin toutes les professions de santé, il ne serait peut-être pas inutile de rajouter la profession vétérinaire. Pour toutes les raisons que j'ai évoquées avant et que vous connaissez toutes et tous. Je suis désolé de vous dire que j'ai été regardé par le rapporteur de la loi en question, une loi sur la santé, et par la ministre de la Santé avec des yeux écarquillés. Mais quel est cet individu qui nous parle? De quoi nous parle-t-il? Quel est le lien quel est le rapport entre les vétérinaires, les médecins et les professions de santé sur le terrain? C'est ça la réalité aujourd'hui. Et moi je dis que les vétérinaires, c'est pas la loi qui va résoudre tout ça. C'est pas la loi, parce qu'à chaque fois qu'en France on a un problème, on dit on va faire une loi. Non, mais derrière les lois, il y a des hommes, non, mais, il y a des femmes. Entendu, mais je veux dire, d'abord, est-ce que les vétérinaires ont la conscience du rôle sociétal qu'ils ont à jouer sur la question de l'animal de compagnie dans leur lien avec celui ou celle qui la possède? Est-ce que cette conscience est aiguë? Est-ce que les vétérinaires veulent participer à cette très belle activité solidaire vers le public? Est-ce que les vétérinaires veulent s'inscrire dans cette dimension sociétale qui est fondamentale et qui est au cœur de leur rôle? De quelle façon est-ce qu'ils veulent le faire? C'est vrai aussi d'ailleurs pour la question du bien-être animal de façon beaucoup plus large. Ce sont des questions qui doivent d'abord être posées. Ensuite, c'est l'ordre des vétérinaires, ça a été évoqué par ma voisine de façon extrêmement, à répétition.
C'est l'ordre vétérinaire qui a dans son code la possibilité ou pas de faire en sorte, enfin la possibilité ou pas, de donner la possibilité à un vétérinaire d'exercer son activité de vétérinaire dans des circonstances particulières qui sortent des 4 murs ou de sa clinique ou de son cabinet. C'est essentiellement une question, il me semble, ordinale. Elle n'est pas que ordinale, mais elle est essentiellement ordinale. Elle n'est pas que ordinale, et je m'arrêterai là, parce que moi, je suis désolé de voir que parfois, certains maires, je l'ai été, et ça n'a pas été évidemment mon cas, bien sûr, je n'ai pas fait ça, mais il y a des maires qui aujourd'hui rédigent des arrêtés et qui indiquent qu'ils vont traquer le regroupement de chiens, le rassemblement de chiens, même tenus en laisse dans les centres-villes, ou le rassemblement statique de chiens, n'osant pas attaquer le SDF et attaquant le chien par son intermédiaire. Donc, est-ce que ces arrêtés sont considérés comme sont repris par les préfets? Non. Donc peut-être que là, effectivement, il y a quelque chose à faire avec la loi. Mais voilà, en 2 mots, le vétérinaire, le lien entre la santé animale et la santé humaine, le lien entre le bien-être de l'homme et le bien-être de l'animal sont absolument évidents. Il faut que les vétérinaires soient beaucoup plus actifs vers le ministère de la Santé et des solidarités, pour faire en sorte que ce lien soit avéré, concret, qui trouve ensuite des répercussions concrètes pour leur activité. Il faut que l'ordre vétérinaire, enfin il faudrait, si les vétérinaires le souhaitent, que l'ordre vétérinaire ensuite adapte probablement son code de déontologie pour faire en sorte que l'inclusion du vétérinaire dans ses logiques sociétales soit plus importante. Merci. Vous vouliez intervenir, Christine Lacombe d'abord, et on revient avec vous après, Madame Fadel. C'est simplement 2 remarques. Donc, je ne suis pas une spécialiste, hein, mais en tout cas, c'était pour vous signaler une initiative de notre ordre que le vôtre, qui est celui des dentistes ou chirurgiens dentistes, je ne sais pas comment on dit, qui est une initiative assez ancienne qui a conduit à créer le bus social dentaire. Et donc qui est parti de cet ordre-là. Et c'était un point de départ des rencontres aussi avec Xavier Emmanueli, le fondateur du SAMU social de Paris. Donc voilà, effectivement, les ordres, à mon avis, peuvent être vraiment moteurs pour développer ce genre d'initiative solidaire. Ça peut être aussi des syndicats, d'ailleurs. Hein, je vous citais Kiné du Monde. Enfin, c'est une association... alors là où le principe, c'est du bénévolat, cette association Kiné du Monde, on travaille avec eux et ils sont soutenus par certains syndicats qui regroupent des kinés. Voilà, donc c'était simplement pour vous citer ces initiatives dans d'autres formes chez d'autres formes de professionnels de la santé. Après, c'est juste une remarque sur l'arrêté. Franchement, quand les maires sortent des arrêtés relatifs aux chiens, ils visent pas les chiens, hein, ils visent les sans-abri. Hein. Et voilà, donc le délit de vagabondage n'existe plus, mais un certain nombre de maires trouvent à peu près toute forme de prétexte pour sortir des arrêtés qui visent exactement le même objet, et à défaut de ça, installent des choses dans les rues pour que tout stationnement de personnes sans-abri deviennent impossibles. Nous avons par conséquent, nous Parisiens, de moins en moins d'endroits pour s'asseoir et évidemment encore moins quand on n'a pas de domicile, ce que je déplore moi aussi régulièrement. Madame Adlani. Oui, je voudrais rebondir sur mon collègue député. Alors moi je suis contente et je suis ravie de l'entendre dire qu'il s'est opposé finalement à la ministre de la Santé, parce que évidemment la question de la santé, elle est aussi avec les vétérinaires, et moi je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait qu'il y a un lien essentiel. Et moi lors de ma mission pendant 1 an et demi, on a vu que il y a même avec les personnes âgées, il y a quelque chose à faire quand on n'a pas la possibilité d'être hospitalisé, et on ne veut pas et on retarde l'hospitalisation. Il faut même travailler, moi je vais aller plus loin, parce qu'on a proposé de travailler avec les hôpitaux directement pour créer des structures adossées aux hôpitaux, pourquoi pas, avec les vétérinaires, comme ici il existe des maisons de garde, pourquoi pas avoir une structure adossée à l'hôpital et pour accueillir les animaux. Parce qu'effectivement, l'animal est aussi un lien essentiel. Je vais donner un exemple.
avec les autistes, avec les enfants autistes particulièrement, où effectivement on voit bien que les lapins, les poneys permettent de rentrer en contact avec l'enfant autiste, et ça permet aussi de rentrer en contact et donc de soigner, et derrière de soigner. Donc on ne peut pas opposer la question de la santé seulement sur le seul volet de la santé et du médecin et dire que le vétérinaire n'a pas sa place, bien au contraire. Et c'est la raison pour laquelle nous, cette expérimentation pilote, je pense que vous l'avez bien compris, avec Andy Chien, c'est cela. C'est-à-dire faire une expérimentation scientifique, avoir une structuration et avoir un endroit pour avoir des échanges avec les universitaires, avec les scientifiques, mais aussi avec les associations et avec les patients qui peuvent aussi témoigner. Donc, ne pas opposer la santé, le ministère de la Santé et le ministère de l'Agriculture. Et effectivement, l'animal de compagnie ne sera pensé que si, avec les vétérinaires, que si avec les personnes qui veulent avoir un animal de compagnie. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire que c'est souvent les enfants qui sont prescripteurs de cet animal de compagnie. Et d'ailleurs, nous, on encourage vivement que les villes aient un label solidaire animaux de compagnie. Comme il existe un label ville fleurie, 3 fleurs, 2 fleurs, eh bien, créer un cahier des charges avec un jury qui pourrait, évidemment, avec la volonté, ce serait le système du volontariat des villes, de candidater pour, évidemment, mettre en valeur leur ville, leur label ville animaux, amis des animaux. Merci. Christophe Buot, ce que j'aimerais qu'on voit avec vous, c'est quels sont aujourd'hui les obstacles qui sont identifiés justement à cette médecine vétérinaire solidaire. Alors, il y a des obstacles qui sont purement concrets, qui a commencé par la responsabilité du vétérinaire quand il est dans ce type d'activité, en particulier lorsqu'il est dans la rue, mais ça, on peut trouver des solutions. Le vétérinaire n'a pas le droit d'exercer dans la rue. Ça s'appelle la médecine foraine, sauf erreur de ma part, parce que je ne suis pas un grand spécialiste du code, j'avoue que ce n'est pas sur ma table de nuit. Mais c'est validé par la salle. Oui, c'est validé par la salle. Oui. J'ai prêté serment il y a longtemps. Mais non, il y a des petites contraintes liées au code de déontologie, mais ça qu'on a tout à fait identifié dans notre groupe de travail et qu'on est prêt à discuter avec les responsables ordinaux. Il y a aussi une responsabilité en termes d'assurance en cas d'accident sur un animal ou sur une personne. Et puis il y a aussi ce problème, je dirais purement administratif, avec l'autorité de la concurrence et des prix, la haute autorité de la concurrence sur l'entente sur les tarifs. Puisque bien évidemment, quand on conclut un accord avec des associations de protection animale sur une campagne de stérilisation, on fixe un tarif que tous les vétérinaires qui s'engagent dans cette campagne s'engagent également à respecter. Donc évidemment, la stérilisation est la même. Et là, il n'y a pas histoire de capter des clientèles ou une entente. Donc, je ne sais pas quel est le mécanisme, mais je pense que le législatif, c'est un petit peu, je dirais, c'est des points de détail. Il ne faut pas qu'on attende du législateur que tout aille mieux. Parce que généralement, plus il s'en mêle... Mais il est utile. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'ensuite, il faut faire confiance aux hommes et aux femmes. Les vétérinaires, vous pouvez être sûr, je peux parler en leur nom, qu'ils seront partants pour renouveler VPT pour tous, toutes les expériences. Mais ce que je pense, au lieu d'essayer de faire des grands projets, il faut commencer peut-être petit, par des initiatives. Alors, le bus, ce qui va se faire en Île-de-France. J'ai appris récemment qu'il y avait un VPT qui survivait en France. Donc, c'est aller voir comment il avait réussi. Et que, par ces expériences, élargir, voir les erreurs, profiter de nos erreurs pour continuer à progresser. Et surtout, se parler et qu'il y ait une coordination et non pas de la concurrence. Nous, les vétérinaires, on n'est pas là pour la course à la subvention, pour vivre. Hein. Je vous dirais presque qu'on a autre chose à faire et on vit très bien sans les subventions, fort heureusement. Après, il faut discuter avec tous les intervenants et mettre en place des projets. C'est ce qui me semble le plus important.
Quand on voit le dispensaire vétérinaire étudiant, est-ce qu'on pourrait imaginer que c'est, par exemple, que ces étudiants, à partir d'un certain niveau, puissent se déplacer au SAMU social, dans des lieux où ils pourraient soigner les animaux, par exemple des personnes en difficulté, ou dans les hôpitaux, je n'en sais rien. Est-ce que c'est envisageable, ça ? À mon avis, tout est envisageable, c'est une question de volonté. On aura toujours des très bonnes raisons pour ne rien faire quand on n'est pas favorable, mais par contre, quand on souhaite avancer, on trouvera toujours les bonnes solutions. Je pense que vous avez raison de préciser qu'effectivement, c'est les initiatives, et des initiatives partiront finalement, là, les généralisations d'un dispositif, et qu'il faut commencer par des expérimentations. D'où le bus itinérant, et qu'on a proposé, nous, de financer, parce que le bus permettra d'aller même dans les territoires ruraux où, effectivement, il peut y avoir des zones où il n'y a pas assez de vétérinaires, et donc le bus itinérant pourrait résoudre ces problèmes. Mais là, ce que vous évoquiez à l'instant, à savoir les étudiants, moi je pense que pareil, on va faire le parallèle. Moi, en tant que vice-présidente en charge de la santé, je vois bien que la réserve sanitaire qui permet d'intégrer des étudiants, des internes dans les centres de santé, pour ensuite leur permettre d'avoir une expérience et ensuite une implantation locale. La région Île-de-France est le premier désert médical en France. Donc ça part aussi, et le gouvernement l'a bien en tête avec Agnès Buzyn, qui justement favorise ce déploiement d'étudiants, non pas dans l'hôpital, mais à l'extérieur de l'hôpital. Donc on pense la même chose, c'est-à-dire qu'on peut évidemment penser que les étudiants vétérinaires pourront aller dans ces centres de santé, pourront aller dans des bus itinérants en stage, justement pour aussi avoir une expérience assez large et avoir cette sensibilisation. Parce que je pense sincèrement que les mentalités sont en train de changer, et la preuve en est, c'est qu'il y a des missions qui sont confiées sur les animaux domestiques. Et je voudrais, moi, juste terminer, parce que j'ai été assez longue. Vous avez cité, et moi je vais copier mon ami député là, à ma gauche, c'est Gandhi. Gandhi qui disait, et c'est comme ça qu'on a commencé d'ailleurs notre avant-propos dans cette mission et dans le rapport Région Amie des animaux. Gandhi disait, on reconnaît le degré de civilisation d'un peuple à la manière dont il traite ses animaux. Donc on voit bien, encore une fois, que les vétérinaires ont toute leur place pour considérer que la civilisation ne se fera pas sans les vétérinaires pour les animaux en général. Loïc Dombreval, vous vouliez... Peut-être on va conclure avec vous avant d'échanger avec la salle, si vous le voulez bien. Merci. Je voulais rajouter 2 éléments. On a parlé des SDF, on a parlé des personnes âgées. Il y a une initiative qui, à mon avis, est extrêmement intéressante, qui a été faite à Cahors, à la demande du procureur de la République de Cahors, et qui a été menée avec l'association Andy Chien. Il s'agit d'une expérimentation sur un chien d'assistance judiciaire. Cette expérimentation donc, a été validée par la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, pour aider cette fois-ci les victimes à témoigner lors d'une audition dans un tribunal. Ça peut paraître anecdotique, mais cette expérimentation est en cours au tribunal de Cahors, validée par le ministre de la Justice, et peut-être sera appelée à des différents développements dans d'autres tribunaux. De la même manière, il y a au sein de prisons françaises, et en particulier la prison de Strasbourg, des expérimentations qui sont menées dans les cellules et dans les lieux partagés avec des animaux, des prisonniers qui partagent leurs cellules avec des oiseaux, avec des chats, etc. Là encore, on a des études qui sont des études souvent américaines qui indiquent l'influence que peut avoir la coexistence entre un animal et des prisonniers pour diminuer, pour prévenir les suicides et pour les responsabiliser et faciliter leur retour à la vie sociale. Voilà, ça me paraissait aussi des exemples. Dans tous ces exemples-là, évidemment, à partir du moment où un animal est présent, un animal qui doit avoir un comportement absolument parfait pour permettre à celui qui est à son contact d'être également lui-même en situation de bien-être et de santé, les vétérinaires ont des rôles passionnants, absolument passionnants à jouer. J'ai pas envie d'utiliser le mot marché parce qu'en l'occurrence, ça serait parfaitement déplacé, mais enfin, en tout cas, des activités dont les prix
dont les prix de ces activités doivent être mesurés, ou dans lesquels il doit y avoir forcément la participation de collectivités locales ou de l'État, il y a là, encore une fois, des pans entiers d'activités extrêmement intéressants et passionnants qui sont de nature à inclure encore plus fortement le vétérinaire dans la société, et le vétérinaire y est attendu. Le vétérinaire, c'est une profession qui a une image absolument exceptionnelle. Même quand parfois des vétérinaires sont... Ça a été le cas récemment, on a parlé, je parle sous le contrôle de Denis Avignon, dans le cadre du comité d'éthique vétérinaire, de la question d'euthanasie non médicalement justifiée. Même dans des cas où des vétérinaires ont à pratiquer des euthanasies non médicalement justifiées, et bien même dans ces cas-là, et même quand on les voit et qu'il y a des images qui sont données au public, et bien le vétérinaire n'est jamais à la fin mis en difficulté. Ça veut dire qu'il est malgré tout, et dans des difficultés, parfois dans des actes qui sont extrêmement compliqués pour lui à réaliser, même dans ces cas-là, le vétérinaire en sort indemne. C'est dire à quel point son image est exceptionnelle. Il faut la cultiver. Le prix du vétérinaire, le coût de la consultation, c'est un véritable frein. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est indiqué comme un frein majeur à la consultation. Si le vétérinaire peut, avec cette activité, montrer sa générosité et respecter le serment de Bourgelat, félicitations, vétérinaire pour tous. D'ailleurs, une initiative du syndicat des vétérinaires, je crois, Christophe, de la Gironde, au départ, du Var, pardon, au départ. Donc voilà, syndicat, ordre, toutes ces instances qui travaillent ensemble, comme c'est le cas aujourd'hui, c'est excellent pour la profession. Merci. C'est bon, Christophe. On est là pour écouter aussi vos réactions et pour écouter vos questions. Donc même chose, je vous demanderai de vous présenter, de vous lever éventuellement et soit de donner votre témoignage ou de poser la question à la personne à qui vous voulez poser votre question. On vous écoute. Madame. Bonjour, je suis vétérinaire praticienne et élue en région Rhône-Alpes. Je voulais juste recentrer la présence justement du vétérinaire solidaire dans son activité quotidienne de vétérinaire praticien, parce que lors de cette table ronde, j'ai eu le sentiment qu'on remettait en cause l'action solidaire du vétérinaire au quotidien. Or, je crois que tous les vétérinaires qui sont quand même en clientèle font tous une médecine vétérinaire solidaire. Parfois, on ne le montre pas. J'entends par là qu'on fait des actes gratuits, qu'on ouvre nos cliniques très souvent aux gens qui ont des difficultés financières. C'est exprimé en préambule. Tout à fait. On fait des efforts importants. Et ce qui m'étonne, c'est que l'on ne recentre pas le débat sur les difficultés que l'on a avec les maires, la gestion des animaux errants, parce qu'au jour d'aujourd'hui, les vétérinaires en clientèle font tous des efforts, tous un travail de vétérinaire solidaire, et ils rencontrent tous des difficultés parce qu'on n'a pas d'aide au niveau local, territorial, communauté de communes, pour nous aider en ce sens. On fait des gardes, on fait des astreintes souvent gratuites. Et l'écueil que l'on a, c'est pas notre volonté à faire de la vétérinaire, à pratiquer de manière solidaire. Tous les vétérinaires en activité rurale ou canine le font. Mais on a un manque d'échange, de contact et de responsabilité parfois des maires pour nous aider dans ce sujet-là. Moi, j'ai été aussi étudiante à l'école vétérinaire il y a longtemps, il y a 15 ans, 20 ans. On avait aussi instauré une aide auprès des SDF qui, à l'époque, avait périclité parce qu'on nous avait mis des bâtons dans les roues législatifs, pas tellement par rapport au code de déontologie, mais par rapport à des problèmes de concurrence. On l'a bien vu avec l'intervention du président du syndicat. C'est la même chose pour Vétérinaires pour tous. Donc en fait, l'envie des vétérinaires est là, la pratique solidaire est là, mais on a des écueils avec le remboursement, par exemple, minimal de nos actes quand on reçoit des animaux errants, qu'on fait les premiers soins,
ou lors de on met en place des choses au sein des écoles, on met en place des choses au sein des SPA, on essaye de travailler ensemble, mais pour l'instant, les vétérinaires sont seuls, c'est-à-dire qu'on n'a pas de retour parfois des maires. Donc il faut créer de la communication. Ou de la ville. Christophe, vous vouliez réagir? Est-ce qu'on peut lui donner un micro? Merci. Merci bien. Oui, pour revenir, je suis désolé de ne pas avoir été plus précis dans mon introduction, mais j'ai mentionné l'effort énorme que font les vétérinaires et qui sont les premiers contributeurs à la protection animale. Et le groupe a clairement identifié l'importance de relancer Vétérinaires pour tous. Parce que dans mon introduction, je ne me suis pas étendu sur les objets de Vétérinaires pour tous, mais ils sont très nombreux et ils correspondent exactement à tous les écueils que vous venez de mentionner. Donc je sais que par expérience dans mon département, quand on l'a mis en place, c'est venu comme un soulagement à la fois pour les vétos, mais en créant en plus un service de qualité auprès des personnes précaires, en difficulté pour faire soigner leurs animaux. Il y a aussi d'autres actions à mettre en place, mais à mon avis, c'est là où il faut faire attention à ne pas trop se diversifier parce qu'on va dépenser beaucoup d'énergie. C'était toutes les opérations qu'on avait montées avec maire et véto, avec le syndicat des vétérinaires d'exercice libéral, qui malheureusement est tombé un petit peu à l'eau, mais je dois avouer que c'est un peu de notre faute, nous les vétos, parce qu'on n'a pas su trouver les bons relais localement auprès des mairies pour que ça perdure. Mais dans un premier temps, le groupe de travail qui a préparé cette table ronde compte continuer ses travaux sur la remise en place de Vétérinaires pour tous, avec l'aide des fondateurs, parce que je crois qu'il y a même un des fondateurs qui est dans la salle aujourd'hui. Oui, voilà, on est tout à fait au fond. Et de mettre en place aussi une action éventuellement avec le SAMU social pour les SDF. Et l'Île-de-France, c'est parti. Une petite réaction de Loïc Dombreval, rapidement s'il vous plaît, ensuite Madame Adlani. Très rapidement. Il y a une association qui existait, je ne sais pas si elle existe toujours, mais je ne crois pas, qui regroupait les élus vétérinaires. Donc ça me permettrait de me sentir moins seul, effectivement, mais surtout, ça permettrait, je parle des élus essentiellement locaux, parce que c'est eux qui font le boulot, hein, nous, vous savez, à Paris. Non mais voilà, donc ils sont les élus locaux vétérinaires, les conseillers départementaux, conseillers régionaux, maires, conseillers municipaux, adjoints, etc. S'il y avait le moyen de réactiver ce réseau d'élus locaux vétérinaires pour les faire dialoguer entre eux des solutions, des problèmes, etc., qu'ils ont trouvé eux-mêmes dans leur commune ou dans leur territoire, ça serait une très bonne chose. Engagez-vous. Madame Adlani, peut-être une... Oui, dire un mot justement sur ce que vous dites et qui est totalement vrai, à savoir qu'il faut vraiment plus d'implication des maires. Plus d'implication des maires, c'est aussi, vous dites très justement, nous on pratique la solidarité dans tous les jours, on ne le sait pas forcément et il faut le faire savoir. Et c'est pour ça que l'idée du label de la ville engagée, amie des animaux, ça permettra d'identifier les vétérinaires, d'identifier les structures, d'identifier aussi les aménagements, parce que c'est le maire qui décide sur les aménagements urbains. Je pense par exemple à un canipark, des aménagements qui favoriseraient la circulation des animaux, mais également des aménagements très spécifiques pour le lien avec les passants et les administrés. Donc oui, pour les maires, moi je vous propose qu'on puisse activer bien sûr les élus, mais aussi l'association des maires d'Île-de-France. L'association des maires d'Île-de-France qui pourrait relayer, véhiculer ces messages. Et c'est d'ailleurs en cela qu'on a fait cette proposition de la labellisation des maires volontaires, parce qu'on va s'adosser à cette association des maires d'Île-de-France. Et plus largement, l'association, pourquoi pas, des maires de France. Une autre question ou intervention ? Oui, bonjour, Claude Paolino. Donc, je suis à l'origine du premier Vétérinaire pour tous dans le... Ah oui, vous êtes tout au fond, vous voit dans mal. Le Var. Super, merci. Voilà, donc on l'a créé en 1994, effectivement. Puis j'étais président de Vétérinaires pour tous France. On a réuni jusqu'à 25 départements. Et actuellement, je suis élu régional du CROPACA. Donc effectivement, tout ce qui a été dit est fort intéressant. Et je suis très heureux que 25 ans plus tard, Vétérinaires pour tous, il y ait une table ronde consacrée à ce sujet. Effectivement, la difficulté numéro 1, ce sont les pouvoirs publics, au sens large.
Et même si ça bouge, on a encore beaucoup de mal à faire adhérer les maires à nos actions. Donc là, vous l'avez dit, on ne va pas y revenir, mais il faut vraiment agir là-dessus. Après, attention, je pense que dans tout ce qui a été dit sur la région Île-de-France, c'est très intéressant, mais j'ai toujours peur que le bus de Madame Adlani n'arrive pas dans le Lot-et-Garonne de Monsieur de Mézin. Donc, n'oublions pas que nous avons un moyen très simple. Les vétérinaires font de la protection animale tous les jours. Et ce qu'on ne sait pas faire dans notre profession, c'est dire ce qu'on fait. Et donc, on a un très beau dispensaire en France qui s'appelle, ce qu'on avait nommé, nous, à l'époque, un dispensaire éclaté, c'est-à-dire les cabinets vétérinaires français. On a 8000 points de protection animale accessibles. Pourquoi ne pas les utiliser? D'autre part, Madame aussi Adlani, vous avez parlé pour les enfants et tout. On avait à l'époque créé une action qui avait eu l'adhésion du ministre de la Santé, qui était Jean-François Mattei à l'époque, et qu'on appelait Un animal pour un sourire, pour faire rentrer les animaux pour les enfants, mais aussi dans les EHPAD et les maisons de retraite. On avait tous les accords. On n'a jamais pu le mettre en place parce qu'on s'est heurté à l'administration et aux directeurs d'hôpitaux, de maisons de retraite ou de structures. Donc en fait, il faut changer les mentalités. Alors bien sûr, cher Loïc, les lois ne font pas tout, mais si elles n'y sont pas, elles manquent. Donc il faut aussi, et c'est pas tant la loi, mais l'applicabilité de la loi, parce que les lois existent et on a beaucoup de mal à les faire appliquer, y compris par ceux qui en ont la charge. Et on ne va pas tout revoir les points que vous avez cités, parce qu'il y a plein de choses à dire, bien entendu. Et puis, il y a concernant les frais vétérinaires, mais l'État peut nous aider. Et si on suspendait la TVA sur la médecine vétérinaire pour tous? Oui. Une autre intervention? Oui, on vous écoute? Non? Ok, pardon. Bonjour, Karine Célibert, journaliste animalier. Je suis la marraine de l'association Gamelle Plaine depuis 2016. Donc déjà, je suis ravie l'existence de cette table ronde au sein de cette journée. Il faut savoir que Gamelle Plaine, donc nous existons depuis 10 ans. Nous avons 9 centres en France et on est de plus en plus sollicités par les maires. Nous avons 2 villes qui vont ouvrir leurs portes à l'association Gamelle Plaine et je pense effectivement ça fait partie des prochaines actions, c'est d'aller rencontrer les maires de France, donc la fameuse association, pour qu'ils puissent mettre en place des actions, parce que c'est vrai que les vétérinaires, ils ne peuvent pas tout faire non plus, et qu'aujourd'hui, les maires et les mairies, en tout cas, ont besoin de s'investir, parce que c'est un peu trop facile de nous dire, bah voilà, on va ouvrir un centre Gamelle Plaine, on vous met à disposition des endroits pour faire vos maraudes, mais oui, mais nous avons besoin aussi d'espace, nous avons besoin de dispensaires. Nous avons besoin aussi de lieux pour faire des soins. Donc je suis tout à fait d'accord que les maires doivent s'engager, en tout cas, et deviennent des maires solidaires. Merci. Une dernière intervention et ensuite vous pourrez échanger autour du repas. Oui, on vous écoute. Anne-Claire Gagnon, je suis présidente de l'Association contre la maltraitance animale et humaine. Je voulais revenir sur un point. D'abord, vous donner une information à Lyon. La Maison de Rodolphe, qui est une œuvre d'Alain Mérieux, peut accueillir 40 SDF avec leurs chiens, et c'est une volonté très forte d'Alain Mérieux. Et revenir justement sur le fait que pour les femmes qui sont victimes de violences, bien souvent, le fait que dans les centres d'accueil pour les femmes battues, il n'y ait pas la possibilité de venir avec leur animal, c'est vraiment un vrai souci, et qu'elles reculent le moment où elles vont quitter le domicile conjugal et quitter les violences dont elles sont victimes. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il faudrait pouvoir agir. Aux Pays-Bas, ils font des systèmes d'accueil solidaire, comme vous le disiez, c'est-à-dire que les animaux sont confiés à des familles pour que les femmes puissent quitter avec leurs enfants les foyers. Et il faudrait effectivement agir. Et je rejoins complètement Loïc sur le fait qu'une santé, pour moi, c'est aussi un concept. Ce n'est pas une réalité. Pour avoir participé à des réunions au secrétariat d'égalité femmes-hommes, quand on dit qu'on est vétérinaire et qu'on veut faire rentrer les vétérinaires dans le cercle de la santé auprès du ministère de la Santé, on nous regarde comme si on était un éléphant dans un magasin de porcelaine. Merci. Allez, une petite dernière, on a le temps.
Jean-Pierre Coquelet, vétérinaire praticien, Île-de-France, Essonne. Je voulais commencer par remercier Loïc de son intervention. Loïc, tu as raison de dire qu'il faut un peu de franchise. Je pense que le monde politique en a bien besoin. Si tu pouvais en apporter un peu, je pense que ça ferait du bien. Je ne connais pas les termes de ta lettre de mission, mais je voulais t'apporter tout mon soutien parce que je pense que tu es utile et j'espère que tu le seras dans la situation actuelle de l'animal, dans la vie politique et sociétale. Bon voilà, écoute, j'espère vraiment que tu pourras aller au bout de ta mission et peut-être même plus loin. Reparler évidemment des maires de France, c'est très important. Moi, en tant que vétérinaire praticien, je suis confronté à des difficultés dans la commune, bien sûr. Le maire utilise des sociétés privées pour tout ce qui est mission de sa fourrière. Et nous, on fait ce qu'on peut. Et évidemment, le samedi, en général, c'est nous qui récupérons l'animal. Bon, un petit point, ça c'était en préliminaire et est encouragé. Je voulais juste soulever un point de détail. J'ai un client qui était administrateur assez haut niveau de la MGEN, si je ne m'abuse, qui avait intégré, et on en avait parlé et je l'avais soutenu, qui avait intégré dans les conditions de la MGEN, dans la mutuelle, la prise en charge de l'animal lors d'hospitalisation. Ça me paraît être quelque chose de très important, bien sûr à élargir aussi avec les EHPAD, avec tout ça. La séparation de l'animal de compagnie est très souvent un drame personnel et qui conduit parfois les personnes âgées justement à déprimer. J'ai eu dans ma clientèle une dame âgée qui ne survivait que parce qu'elle avait son chat à soutenir. J'ai malheureusement dû euthanasier le chat en toute dernière limite et la dame est morte 2 semaines plus tard. Et je sais, moi, en tant que vétérinaire praticien, qu'il y avait un lien. Elle survivait plus ou moins pour tenir compagnie à son chat. Il faut absolument que les EHPAD réfléchissent à ça. Ce sont des établissements qui sont souvent basés sur des logiques financières. Il n'y a pas que le fric dans la vie. Il faut que ces gens-là prennent toute la teneur. On a évoqué les prisons, etc., etc. Donc voilà, ce point de détail que je voulais donner. Les maires de France, c'est une évidence. Les assurances, les mutuelles doivent réfléchir à une prise en charge des animaux lors d'hospitalisation. Le problème des maltraitances, les femmes battues, etc. Si on pouvait éviter que le conjoint jette le chien par la fenêtre, éventuellement, ça permettrait, ça règle le problème du chien, mais ça ne règle pas le problème qui est fondamental, la place de l'animal dans la société. Loïc, bon courage.